Alors, leçon 4 est au sujet des protéines. Nous allons discuter de la structure un peu plus spécifiquement et aussi la fonction des protéines. Alors, vous avez déjà vu à la fin de leçon 3, juste le début, là, le fait que les protéines sont faites avec les acides aminés. Il y en a qui sont polaires, il y en a qui ne sont pas. Ce qu'on va discuter, c'est maintenant un peu plus au sujet de leur structure et de quelle sorte d'activité les protéines aident une cellule à faire. Alors, j'ai intitulé cette leçon Pourquoi puis-je ne pas décuire un œuf? Donc, Why can I not uncook an egg? Alors, ça semble un peu lorsqu'on le dit, mais généralement, lorsqu'on cuit quelque chose, on ne peut pas juste le mettre dans le frigo et renverser le processus. Oui, oui, si tu ajoutes des substances chimiques, tu pourrais renverser le processus. Donc, on va peut-être défaire un peu de vos connaissances au sujet de la chimie. Les réactions chimiques ne sont pas toujours permanentes. On peut renverser beaucoup de réactions chimiques. Mais ici, je veux dire dans le sens, j'ai ajouté de la chaleur pour le cuire. Je ne peux pas enlever la chaleur pour le décuire. Alors, les protéines ont plusieurs fonctions. Si vous regardez au petit article que je vous ai passé la semaine passée, il y a en général 8 grandes choses que les protéines font. Alors, on va simplement faire un petit sommaire de ces 8 choses pour qu'on se rappelle. Les protéines peuvent agir comme enzymes. Et je vais mettre deux grandes étoiles ici. Et c'est parce que dans cette première section, c'est cette fonction qui nous intéresse le plus. Maintenant, il y a des tonnes de différentes enzymes que vous possédez. Beaucoup d'enzymes, on va discuter dans l'appareil digestif parce que ça, c'est comment votre nourriture est décomposée. Mais les enzymes sont là pour aider les réactions chimiques. On va passer presque le restant de cette leçon à discuter de ça. La deuxième chose que les protéines font, c'est qu'ils aident avec la structure. Alors, vous possédez beaucoup de protéines. Un exemple serait élastine, collagène, kératine. Maintenant, si vous êtes garçon, peut-être vous ne lisez pas ou vous n'utilisez pas du beau shampooing ou des lotions, des crèmes qui ont ces choses là-dedans. Mais je sais que dans ma salle de bain, sur ma bouteille de shampooing, il y a de la kératine là-dedans. Ça aide à construire vos cheveux. Élastine et collagène sont souvent associés avec votre peau pour garder l'élasticité et comme oui, comme l'humidité, mais plutôt, quel est le mot français? Suppleness. Comme le fait que ce n'est pas comme, il n'y a pas beaucoup de rides là-dedans, c'est lisse, alors cette idée-là. Mais la structure est une des fonctions des protéines. Troisième chose sur la liste était entreposage. Donc, stocker ou emmagasiner ou entreposer, alors garder à une place beaucoup de choses. Par exemple, albumine. Albumine, c'est le protéine qui se trouve dans les œufs. Alors, c'est une protéine probablement que vous êtes familier avec. Alors, dans le blanc des œufs, il y a des protéines.
Mais les bébés humains, lorsqu'ils sont en train de développer, sont dans un sac qui a des protéines de ce même style. Alors, en général, les bébés ont besoin de ça, et ça c'est pourquoi on le voit dans l'œuf d'une poule, parce que ça nourrit le bébé poule qui n'existe pas. Est-ce que vous avez jamais ouvert un œuf et il y a une petite oiseau là-dedans? J'ai fait ça une fois et c'est horrifiant. Horrifiant. Parce que tu attends comme, oh, la belle couleur jaune et je vais cuire mon œuf et tu le brises et boum, il y a, and you're like, oh! Oui. C'est horrifiant. Et comme, ce n'est pas que je ne peux pas, comme, je peux voir des choses qui sont dégueulasses, ça ne me dérange pas, mais c'est que tu n'attends pas à voir ça dans ton œuf que tu vas manger le matin. Le prochain, c'est le transport. Celui que je mets comme exemple, c'est hémoglobine, parce que nous allons discuter cette même protéine plus tard dans le cours. Hémoglobine est la protéine dans vos globules rouges de votre sang, red blood cells. Alors, il est attaché là, et ça, c'est ce qui transporte l'oxygène dans votre corps. À la cinquième chose, c'est que les protéines peuvent être des hormones. Maintenant, en général, vous avez deux types d'hormones. Ceux qui sont basés dans les lipides et ceux qui sont basés dans les protéines. Donc, il y a certaines hormones qui sont basées dans les protéines. Un exemple serait insuline. Alors, l'insuline est celui qui est produit par votre pancréas, qui aide à maintenir le niveau de sucre dans votre sang. Alors, on va discuter de cette hormone très spécifiquement. Oui. Oui. Bien, la différence, disons, entre une hormone et une enzyme n'est pas même la structure, c'est où est-ce qu'il se trouve. Les hormones sont des choses qui se trouvent spécifiquement dans votre sang et qui ont comme fonction de voyager d'un organe ou tissu à un autre pour donner un message. Alors, toutes ces choses sont juste des molécules. Ils ne sont pas quelque chose de fantastique et spécial. Alors, un hormone, qui est une protéine, est juste une protéine. Il est fabriqué avec des acides aminés. Ceux qui sont des lipides ont la même structure des lipides. C'est ça. Alors, tu as des organes qui sont capables de faire des choses, mais qui ne vont pas commencer de le faire jusqu'à ce qu'ils reçoivent le signal, hey, toi, commence à faire ceci. Par exemple, il y a des hormones qui voyagent vers une autre glande pour dire, hey, corps, produis un peu de testostérone pour cette personne. Ou, hey, corps, produis un peu plus d'estrogène. Alors les hormones peuvent dire, hey, produis un autre hormone, ou ils peuvent faire des choses comme par exemple, vous avez un hormone de croissance, growth hormone, qui dit à vos os de devenir plus longues. Oui. Essentiel, oui, ça dit quoi faire. Alors, est-ce que c'est le noyau? Non, mais ça s'attache à un récepteur, ça donne un signal pour que des choses arrivent. La sixième chose que les protéines peuvent faire, c'est qu'ils peuvent être des récepteurs. Par exemple, pour les hormones. Donc, une protéine peut être un hormone. Une autre protéine peut être le récepteur sur une autre cellule où cette hormone va attacher. Alors, disons que mon cerveau veut parler à mon estomac. Estomac fait plus d'acide pour digérer la nourriture. Bien, le signal doit attacher quelque part. Alors, un récepteur, c'est où un hormone, par exemple, peut attacher pour que la cellule reçoive le signal. Alors, les récepteurs sont typiquement sur la membrane cellulaire
Et il y a une tonne de différents récepteurs. On ne va pas être trop spécifique avec les récepteurs ici, donc je ne vais pas nommer une. Ils ont des drôles de noms comme CAMPX et des choses avec des lettres et des chiffres, donc ça ne va pas vous aider. Alors, on va simplement dire récepteur. Numéro 7, c'est la contraction. Alors, les protéines peuvent être contractiles, aider vos muscles à faire des contractions. Il y a deux spécifiquement, actine et myosine, c'est les deux types de protéines qui existent dans vos cellules musculaires et nous allons discuter exactement comment ils font leur fonction. Donc, ça c'est le nom des deux protéines, mais ils se trouvent dans vos muscles. Et finalement, la défense. Vous avez des anticorps, antibodies, peut-être vous avez entendu ce mot en anglais, mais peut-être non en français. C'est des cellules ou des structures fabriquées de protéines qui aident votre corps à attaquer les maladies lorsqu'ils entrent dans votre corps. Et nous allons discuter spécifiquement de cela lorsqu'on arrive à chapitre 8. Est-ce que vous avez des questions ici? Donc, pour le moment, enzyme, tu vas avoir besoin absolument d'être capable d'expliquer, mais on va faire comme 10 pages au sujet de ça. Les autres, si tu es capable de donner une petite description ou peut-être associer un exemple avec qu'est-ce qu'il fait, ça c'est assez pour le moment. Lorsqu'on arrive aux autres chapitres, on va ajouter un peu plus. Alors, ça c'est les fonctions des protéines. Maintenant, la structure des protéines. Si vous n'avez pas imprimé les notes, ce n'est pas nécessaire que tu dessines cette photo. Je l'ai là parce que je pense que expliquer avec une petite photo va aider. Voici ce qu'il faut savoir au sujet de la structure des protéines. Première chose qui est importante, c'est que la structure des protéines, c'est plus que juste une chaîne de petites choses attachées ensemble. Alors, cette photo ici, c'est la structure primaire. Ça démontre une longue chaîne de différents acides aminés. Et souvent, on pense seulement à ça lorsqu'on pense au sujet des protéines. Mais il y a plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus? La chaîne se plie. Alors, ça c'est ce que tu vois ici. Alors, au lieu de simplement une chaîne, la chaîne a comme une forme. Alors, soit elle va plier comme un feuillet. Alors, si vous imaginez comme un morceau de papier que vous pliez sur lui-même plusieurs fois, ou quelque chose que tu tournes en hélice, la chaîne peut se plier et c'est à cause de l'hydrogène. Il y a un phénomène chimique qui s'appelle une liaison hydrogène. Si vous faites chimie 20, vous allez apprendre ça. Mais à cause des liaisons hydrogènes, la chaîne va se plier. Ensuite, il y a d'autres attractions. Et ces autres attractions donnent une structure un peu plus trois-dimensionnelle. Alors ça, c'est le troisième niveau. Donc vous voyez que non seulement est-ce que c'est une chaîne, et non seulement est-ce que la chaîne est pliée, mais maintenant elle est pliée sur elle-même et j'ai une structure qui n'est pas plate, mais qui est très trois-dimensionnelle. Finalement, c'est possible
que j'ai plus qu'une chaîne. Et ça, c'est la structure quaternaire. C'est lorsque j'ai deux ou plus chaînes qui sont pliées, qui ont fait des attractions et qui joignent pour faire une plus grande protéine. Maintenant, j'ai fait une ligne ici parce que je voulais remarquer ce principe. La chaîne des acides aminés est attachée par des liaisons chimiques covalentes. Ça, c'est une forte liaison. C'est difficile à briser. Toutes ces autres choses sont des forces intermoléculaires. Alors, c'est juste une attraction. Ce n'est pas une liaison très forte. Donc, prenez cette analogie, et je pense que je suis correcte en employant ce mot, mais je n'enseigne pas anglais ni français, donc je ne sais pas. La structure primaire, c'est comme être marié à quelqu'un. C'est difficile à briser. En fait, mon mari, lorsqu'il fait quelque chose de stupide, me montre sa bague et dit « forever ». Parce qu'il sait que c'est très difficile à terminer un mariage. Ces autres forces-là sont l'idée que peut-être tu penses que quelqu'un est beau. Oh well, ça ne change pas beaucoup. Tu peux briser ça facilement. Alors, les autres forces sont très faibles. Ça ne prend pas beaucoup pour briser ces forces. Ça prendrait beaucoup pour briser une liaison chimique covalente. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ceci? Ce n'est pas juste pour le plaisir. C'est parce que je veux vous montrer qu'est-ce qui arrive lorsque je change en particulier soit la structure secondaire, tertiaire ou quaternaire, parce que je brise une force intermoléculaire. Alors, il y a deux choses qui peuvent se passer à la structure des protéines. La dénaturation, c'est un phénomène qu'on dirait est un peu moins sérieux que coagulation. Qu'est-ce que c'est causé par? Typiquement, pH ou température. Maintenant, la dénaturation, généralement, est un changement temporaire parce qu'on a affecté soit la structure secondaire, tertiaire, quaternaire. Alors, on a affecté pas le fait qu'il y a une chaîne d'acides aminés, mais est-ce que la chaîne est pliée? Est-ce que la chaîne a fait une structure trois-dimensionnelle? Donc, la photo te montre qu'une protéine, on va dire normale à gauche, dénaturée à droite, une protéine peut être dénaturée, mais retourner à sa structure originelle. Alors, des fois, une protéine doit arrêter de fonctionner. Un exemple de ceci que je peux vous donner dans votre corps, c'est avec le pH. Il y a des protéines qui fonctionnent très bien dans ton estomac parce qu'ils aiment un pH qui est très très bas, mais le moment où ils sortent de ton estomac, ils ne vont plus fonctionner. Et ça, c'est bon. On veut que cela arrive. Sinon, ces protéines vont commencer à digérer ton intestin qui ne serait pas bon. Alors, la dénaturation n'est pas terrible. Des fois, c'est un phénomène qui est nécessaire
mais c'est typiquement ce qu'on appelle temporaire. Alors, dans la photo, je sais que c'est ancien maintenant, mais vous connaissez des cassettes comme vidéocassette, tape cassette. Je sais que c'est très ancien. Vous n'avez probablement même pas ça chez vous. Mais je sais que dans le passé, j'avais un joueur cassette. Mon frère prenait toujours mes choses et il a détruit ma cassette Mariah Carey. Oh, j'étais fâchée contre lui, mais mon père m'a montré que je peux prendre un crayon et tu sais, une cassette apparaît comme ceci. Tu mets ton crayon ici et tu tournes et tu peux remettre le ruban dans la cassette. Et j'étais comme, wow, oh, c'est fantastique. Ensuite, j'ai eu un joueur CD et tu ne peux pas réparer un CD lorsque c'est brisé, alors c'était terrible pour moi. Mais une protéine dénaturée, c'est comme une cassette où le ruban est déroulé. Tu peux probablement le remettre à sa place originelle et elle va fonctionner. Ma cassette Mariah Carey. Oh. J'étais en amour avec Mariah Carey. Elle et Roxette. Oh. Vous connaissez c'est qui Roxette? C'est un groupe, ce n'est pas juste une femme, c'est un homme. Ils sont européens de quelque sorte. Et il y avait une chanson qui était... Oh, je ne vais pas la chanter, ça va être terrible. Cherchez Roxette une fois lorsque vous êtes ennuyé. De musique fantastique, Roxette. L'autre changement, c'est la coagulation. La coagulation est encore causée par des choses comme pH et température. Mais on va ajouter ce mot, extrême. Alors, lorsque le pH ou la température change un peu, c'est probablement la dénaturation qui arrive. Mais lorsque le pH ou la température est extrême, donc c'est très très chaud ou très très froid, peut-être le pH est très très haut ou très très bas. Là, ça c'est ce que je veux dire par extrême. Il n'y a pas un chiffre que je peux vous donner parce que chaque protéine aurait une différence. Donc j'essaie d'utiliser le mot extrême pour dire beaucoup. On a changé beaucoup. Mm-hmm. Est-ce que ça pourrait, si on a notre structure, est-ce que ça sépare des protéines aussi? Oui, ça se rend en autre. Mais est-ce que ça aussi, la quatrième étape, Absolument. est-ce que ça se sépare? Oui, alors ça peut séparer une chaîne de l'autre, mais généralement, la température modérée ne va pas séparer les acides aminés dans une chaîne. Ça, c'est la coagulation. La coagulation, c'est, on dirait, un changement beaucoup plus permanent. Alors, est-ce que c'est absolument permanent, on ne va jamais retourner? Pas nécessairement, comme on vous a décrit que si tu mélanges le bon volume de différentes substances chimiques, tu peux remettre les protéines d'un œuf où ils étaient. Mais ce n'est pas facile, c'est certain. Donc, on va dire permanente parce que c'est très, très difficile de le remettre où il était. Et la raison que c'est permanente, c'est que typiquement, lorsqu'on fait la coagulation, on détruit la structure primaire. Pas juste le fait que c'est plié et on peut le replier, mais ici, on va briser la chaîne originelle. Peut-être briser des liaisons, faire des petites sections, et c'est très difficile à les rattacher ensemble où ils étaient. Est-ce que vous avez des questions là? Alors, dénaturation, coagulation, ils sont causés par la même chose, mais la différence, c'est ici. Est-ce que le changement est assez temporaire ou est-ce que c'est permanent? Et la raison que ce soit temporaire ou permanent a beaucoup à faire avec quelle forme ou quelle structure on a changé. Donc ça, c'est un peu plus au sujet de la structure. Maintenant, un peu plus au sujet de la fonction. On va parler au sujet des enzymes. C'est une des 8 choses que les protéines font. C'est un exemple de protéine.
Alors, les enzymes sont tous des protéines. Mais l'inverse n'est pas vrai. Les protéines ne sont pas tous des enzymes. C'est souvent sur les tests de logique ou les tests pour votre quotient d'intelligence, IQ test. Des choses comme all dogs are cats and all cats are bunnies. Does that mean all bunnies are dogs? Ou quelque chose comme ça. Alors, savoir que tous les enzymes sont des protéines, mais tous les protéines ne sont pas des enzymes. Il y a d'autres choses que les protéines font. Ici, ASE, ça c'est la terminaison typique. Est-ce que toutes les enzymes terminent avec ASE? Non, mais une grande majorité le font. Alors, un exemple serait sucrase. Ça, c'est l'enzyme qui va décomposer sucrose, une des 10 saccharides que vous avez vues. Alors, que font les enzymes? On dirait que les enzymes fonctionnent comme des catalyseurs. Donc, on doit dire c'est quoi un catalyseur. Un catalyseur augmente le taux de réaction. Donc, ça, c'est la vitesse d'une réaction. Donc, un enzyme est une molécule qui rend une réaction chimique plus rapide. L'autre chose qui est vraie, et ça c'est pour la chimie en général, pas juste la biologie, c'est qu'un catalyseur est réutilisé. Ça veut dire il n'est pas consommé par la réaction. Donc, pour vous expliquer ça, je vais employer un peu de chimie. Lorsqu'on fait une réaction chimique, on a des substances réactives. Alors, je vais mettre deux substances ici, juste pour que ça soit facile à remarquer. Et on va les appeler A et B. Réactifs A et B vont mélanger ensemble pour faire le produit AB. Un catalyseur serait typiquement, en notation chimique, écrit sur la flèche pour démontrer qu'elle est présente, mais elle ne va pas mélanger chimiquement avec les autres molécules. Alors ça, c'est ce qu'on va faire. Alors disons que le catalyseur est C. Elle n'est pas partie de la molécule qu'on va produire. Elle est juste là. Elle aide les choses à arriver plus rapidement. Alors, comment est-ce qu'elle fait ça? Comment est-ce qu'elle augmente le taux de réaction sans être consommée par la réaction? Bien, j'aimerais vous montrer des choses visuelles qui vont expliquer cela. Si vous êtes en train d'écrire des choses, vous voudriez peut-être consulter la page 2.15, 2.1.5 de votre texte, parce qu'il y a une photo très similaire à celui que je vais montrer à l'écran. Alors, à la page 215, il y a une photo comme ceci, sauf que la molécule est orange et ma molécule est verte ici, mais autrement, c'est une photo assez similaire. La façon qu'on explique qu'est-ce qu'une enzyme fait, c'est avec ce qu'on appelle le modèle clé-porte.
Alors, c'est un modèle, c'est une façon d'expliquer qu'est-ce qui est en train d'arriver. Dans ce modèle, l'enzyme est la clé. Et le substrat que je vais définir, le substrat, c'est lui qui est la substance réactive. On veut faire quelque chose avec cette substance. Elle est le réactif dans la réaction chimique. Le substrat est la porte barrée. Alors, est-ce que la clé va ouvrir la porte? Et la réponse, c'est non. Elle va rendre la porte plus facile à ouvrir pour quelque chose d'autre, mais la clé elle-même ne va pas pousser sur la porte. La clé ne va pas tourner ici et actuellement ouvrir la porte. Ça va simplement enlever la partie qui est barrée. Alors, un enzyme est comme une clé. Ça rend la porte plus facile à ouvrir, mais ça ne va pas l'ouvrir. Tout simplement, maintenant, c'est plus facile pour une autre substance. Donc, dans la photo, qui est similaire à la page 215, cette structure ici serait notre enzyme. Et sur un enzyme, il y a ce qu'on appelle le site actif. Maintenant, le site actif est la forme presque exacte du substrat. Le substrat, c'est la molécule qu'on veut décomposer. Ici, c'est sucrose. Ça, c'est actuellement qu'est-ce que c'est. Et donc, c'est important, comme j'ai écrit à gauche, qu'il y ait du contact. L'enzyme et le substrat doivent se toucher. S'ils ne se touchent pas, rien va être en train d'arriver. Où est-ce qu'ils vont faire contact? Le site actif. Le substrat va entrer dans ce trou et attacher là. Maintenant, jusqu'à maintenant, l'enzyme n'a pas fait quelque chose. Elle a juste attaché à une molécule. Lorsqu'ils sont attachés ensemble, ça c'est où on emploie le mot complexe. Alors c'est le complexe enzyme-substrat, parce que l'enzyme et le substrat sont attachés. Maintenant, qu'est-ce qui arrive après pourrait être une de deux choses. Catabolisme ou anabolisme. On a vu ces deux mots. Est-ce que quelqu'un se souvient qu'est-ce que ça veut dire? Catabolisme ou anabolisme? Je vais vous donner un indice. Un veut dire que je vais construire une plus grande molécule et l'autre veut dire je vais prendre une grande molécule et le faire plus petit. Presque, c'est l'opposé. Alors, anabolisme, c'est construire. Catabolisme, c'est découper. Je sais que ça semble comme ça devrait être de l'autre façon. C'est toujours peut-être l'idée fausse que le monde possède. Mais catabolisme, c'est briser les grandes macromolécules. Alors, catabolisme, c'est ce qui arrive pendant la digestion, disons. Alors, qu'est-ce qui est en train d'arriver ici? L'eau entre. Quelle réaction est-ce que l'eau va faire? Oui. C'est hydrolyse, c'est ça. Alors, l'eau entre et fait l'hydrolyse. Est-ce que l'enzyme a fait une réaction chimique? Non. Elle a juste donné une place pour les deux autres choses à réagir. Donc, pour moi,
On pourrait dire qu'un enzyme, c'est notre matchmaker. Elle trouve le sucrose, elle trouve l'eau et elle les aide à se réunir ensemble. Maintenant, ici, l'eau est entrée. Vous voyez que l'hydrolyse se passe parce que maintenant les deux côtés du sucrose sont séparés. À la fin, j'ai glucose et fructose. Ça, c'est les deux monosaccharides que le sucrose est composé de. Puisque j'ai brisé en deux une grande molécule, j'ai fait le catabolisme. Et après que le glucose et le fructose sortent, l'enzyme est prêt encore. Il peut être réutilisé encore et encore. La seule condition, c'est que les enzymes sont spécifiques. Ce n'est pas toutes les molécules qui peuvent s'attacher, seulement les molécules qui ont une forme comme le sucrose. Normalement, c'est juste le sucrose, peut-être une molécule qui est très similaire au sucrose, mais la forme est importante. Si tu n'as pas la bonne forme, tu ne vas pas être attaché.